Salut, ça va? Ça fait un bail. Bienvenue dans cette toute première chronique de Villepinte Estampillé 2016. C'est moi, Médoc, qui, comme l'année dernière, lance les hostilités concernant cette succession de reportages consacrés à Japex. Cette année, on a tourné dans tous les sens. On a pété notre record de trucs filmés. Des interviews, des sujets, des live reports, enfin, laisse tomber quoi. À titre d'exemple, je vous donne le sommaire de la première partie du jeudi. Il y aura du live report sur Roa, du Metal Missile and Plastic Gun avec Jean-Marc Missile and Plastic Gun, les Man with a Mission qui ont décidé de nous divertir à chaque nouvelle chronique de Villepinte, un autre live report sur Cheeky Parade, un sujet sur les fanzines et une interview du réal de Joe Chico. Et on commence avec des news. Nous sommes de retour à Villepinte et nous ne sommes pas seuls. Cette année encore, c'est dans ces halls gigantesques que se réuniront des gens de toute la France et de toute l'Europe. Japan Expo est un rassemblement, une fête, mais dont l'organisation était cette année plus que jamais perturbée par le plan Vigipirate. Ce fameux plan Vigipirate, malheureusement devenu tellement commun que plus personne ne remarque que son nom est aussi rigolo qu'insolite. Vigipirate lutte bien contre le terrorisme et non contre la piraterie. On devrait plutôt l'appeler Vigitero. Quoi qu'il en soit, les règles mises en place étaient cette année particulièrement drastiques. Pas de bouteilles d'eau de plus d'un demi-litre, pas de trépied pour les photographes, pas de grosses valises ni de glacières et surtout, pas d'armes factices pour les cosplayers si elles reproduisent des armes réelles. On imagine le crève-cœur pour certains cosplayers qui ont minutieusement créé un accessoire parfaitement inoffensif pendant des mois et qui se trouvent obligés de le laisser à la maison ou pire qui se font refouler à l'entrée du salon. Difficile dans ces moments-là de prendre du recul et de comprendre que suivre ces règles strictes permet simplement aux équipes de sécurité de travailler efficacement. Bon an mal an, les cosplayers sont quand même arrivés à destination pour égayer les allées du salon et pour les plus ambitieux, se produire sur scène à l'occasion des concours de cosplay organisés sur la scène Ichigo. Une scène dont les réalisateurs sont pour la première fois des membres de l'équipe de No Life. C'est en effet Aurélien et Angela qui ont été choisis pour ce poste. Et ce ne sont pas les seuls. Les images de la scène Kalasu ont été réalisées par Sylvain Dreyer, que les spectateurs de No Life connaissent bien. On retrouve également Rémi Argot, Émeric Levardon, Mathieu Rochefeuille et Douglas Dreyfus sur les scènes Take, Yuzu, Sakura et Kuri. Une fameuse équipe qui nous permettra cette année de disposer de nombreuses images des différentes scènes. Des images que vous découvrirez tout au long des 8 reportages consacrés à Japan Expo 2016. Franchement, bien les équipes de No Life en place là sur toutes les scènes, ça fait plaisir. J'espère que vous avez bien kiffé votre édition de Japex cette année. Moi, c'était cool, comme d'hab. Voilà, bon, j'ai pas eu le temps de faire grand chose, ni de voir grand chose, mais j'ai rencontré de la jeunesse, j'ai fait les dédicaces, j'ai fait les photos. Et ce qui est bien cette année, c'est qu'on avait une borne sur le stand. Du coup, j'ai pu corriger un certain nombre de téléspectateurs et même des membres du staff à Mark of the Wolves. Je prends Ban Ki-moon là, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, bon dès qu'il a l'impression que son organisation peut pas régler les problèmes, il enfile son costume et il dispense son taekwondo généreux. Voilà. Et par généreux, entendez généreux en coup de sarrette dans la bouche. Toi, il compte pas le mec, il est pas un coup de pied, deux peut-être. Non, il partage Ban Ki-moon et c'est ça que j'aime bien. Demandez à Guichman par exemple, un des modérateurs du forum de la chaîne, lui il est au courant. En attendant, on se mate un live report sur Roa. Attends, mais secrétaire général de l'ONU et taekwondiste ? La scène Kalasu, dédiée à la J-Music, s'ouvrait cette année avec une nouvelle initiative, les tremplins de la J-Music. 4 groupes ou artistes indépendants ont fait partie de l'événement. Leur répertoire ne leur aurait peut-être pas permis de faire un showcase complet ou tout du moins de pouvoir y prétendre. Mais dans le cadre de cette initiative, Japan Expo nous proposait donc de les découvrir à raison d'un showcase par jour sur la scène Kalasu. On commençait donc dès jeudi avec les lives de Roa puis Kondo Takahaki. Le show était introduit par la vidéo de présentation du groupe que No Life avait réalisé pour la soirée spéciale Japan Expo début juillet. Fondé en 2014 et composé de 6 membres, Roa est un ensemble qui propose une musique originale, identifiée rock, mais agrémentée d'un shamisen. バンドが始まったのは、初めてライブをしたのは去年、2015年の
何月だ、5月からですね。で一番最初は4月の25日に、YouTube の「ジャイロム」という曲が公開されて、そこから活動はスタートという形でしたね。でバンドのメンバーが揃ったのはそれより半年ぐらい前かな、半年ぐらい前に全員が揃って、でそこから、水面下で曲を作ったりだとか、いろいろ PV を撮ったりだとかっていうことをやって、一気にですねドバッとこうアプローチを。Le showcase commence immédiatement sans forcément introduire le concept des tremplins, ce qui n'est pas plus mal. De la musique et rien que de la musique. Le chanteur Masatomo, toujours flanqué de sa chemise à carreaux et cravate noire, nous offrait une entrée énergique avec Morphocho Onoso. Un morceau très dynamique qui met en branle le public encore peu nombreux. シャーみたいなシャーっつってもういやすごく嬉しかったですね。なんだろうな、こういう音楽なんでやっぱり海外の人に聴いてほしかったんですよ。でやっぱ海外の人に聴いてほしかったんで、まず海外にアプローチをしていきたい。でもそのアプローチの仕方もとてもやっぱり難しいんですよ。今は世界のいろんな国の人たちが日本に興味を持ってくれている時期だと思うんですよ。オリンピックであったりもそうだと思うし、いろんな意味ですごく興味を持ってくれてる中で、じゃあ自分たちはどういうふうにアプローチしていけばいいかっていうところは正直分かりづらかったというか、でもその中でやっぱジャパンエキスポというもの自体は日本でもとても有名なんですよ。なんでまずここから俺たちのことを知ってってもらいたいよねっていう話はもちろんしていて、したら突然連絡が来たのでびっくりしましたL'ensemble proposera 5 morceaux, dont les 3 correspondant à leur clip Morphocho Onoso qu'on a déjà évoqué, mais aussi Jairo M et Yo Subibinol. Leur show durera environ 25 minutes avec un petit MC essentiellement en japonais au milieu. On regrettera un niveau sonore trop fort et avec un shamisen inaudible, au moins pour les showcases du jeudi. Un gros point négatif au vu de l'importance de cet instrument dans les compositions de Loa. Enfin, on constate un timing très difficile à tenir pour enchaîner 2 showcases dans le temps prévu pour un seul, qui aura occasionné le jeudi un retard pour l'ensemble des shows suivants. Malgré tout, Loa a reçu un retour très positif du public qui semblait beaucoup apprécier ce son très rock et la belle présence de l'ensemble sur scène, toujours prompt à échanger avec le public. 自分たちも不安なことが多いんで、やっぱりどれぐらいの人が前もって聞いてくれてるのかなとか分からなかったんで、正直会場に行った時にどのぐらいお客さんが来てくれるのかなって不安だったんですけど、いざステージに上がってみたらすごくたくさんの方が来てくれていて、で見てるともう曲を知ってるっていう感じの人もいらっしゃって、それだけなんか楽しみにしてくれていたんだなっていうのも伝わりましたし、ライブが終わった後にサインをね書いたんですけど、すごいたくさんの人が並ばれてて、とても嬉しかったんですよ。なんで最高ですね。Je reviens vite fait sur ce que je disais avant sur Mark of the Wolves, parce que je suis quelqu'un de transparent, pas physiquement, mais t'as compris. Il y a Moguri qui me pose des problèmes, c'est vrai, mais c'est normal, parce que lui il prend Kevin comme perso, donc un mec qui s'appelle comme lui, voilà, quand t'as un perso qui s'appelle comme toi, t'es automatiquement plus fort.
C'est une règle du versus fighting, je cherche pas, Et donc c'est pas juste. Moi j'ai pas de perso avec mon prénom. J'avais peut-être une chance avec Street 5, mais finalement ils ont choisi Rachid. Metal Missile and Plastic Gun. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui nous sommes à Japan Expo et il y a du jouet, du lourd, alors allons-y. Voilà, nous nous retrouvons devant la devanture du stand de Gunpla, un stand lui aussi extrêmement impressionnant, comme vous pouvez le constater. Donc la légende dit le retour du Gunpla. En ce qui me concerne, Gunpla n'était pas parti, mais bon, s'il peut entre guillemets revenir en force et frapper un grand coup, eh ben je suis preneur parce que c'est du Gundam, c'est du Dragon Ball, c'est tout ce qu'on aime et on va aller voir ça de plus près. À ma connaissance, le mot Gunpla est une contraction entre le mot Gundam, l'appellation donc de Gundam, et puis le plastic model. Nous avons ici une jeune hôtesse qui porte un uniforme authentique d'officier de Gundam. Voilà, elle est superbe. On va commencer par le début, donc on voit ici des grappes que de mon temps, autrefois on appelait le système injection. Si vous n'étiez pas un foudre de guerre pour peindre votre Gundam, vous aviez au moins une petite satisfaction en le construisant et en ayant des différences de couleurs au niveau des différentes pièces. Ici c'est très bien présenté puisque vous avez une progression au niveau de l'échelle. On part du SD, donc du Super Deform, du 144e et ensuite on progresse au niveau de la taille et au niveau de la précision. Alors bien sûr, plus vous augmentez de taille et plus le Gunpla offre des possibilités incroyables d'articulation. Un autre élément important à préciser, c'est que dans un premier temps, vous construisez l'endosquelette de votre robot. Squelette qui, il faut bien le savoir, est entièrement articulé déjà d'une manière, on va dire, interne au Gundam. Et qu'ensuite, vous mettez donc les plaques d'armure et les pièces extérieures du Gundam qui vont suivre les articulations, sauf ce modèle-ci qui, par sa taille, doit être un peu moins articulé. Et puis, toute une pléthore d'engins et de Gundam des séries courantes. Hein. Voilà, vous pouvez voir ici le Gundam Barbatos et le Long Distance Transport Booster Kuyan Sangata. Je suis un peu essoufflé rien que d'avoir dit le nom, mais ça en vaut la peine. Vous pouvez concevoir facilement que la chose est armée des possibilités de vitesse et de range supplémentaires. Donc c'est toujours l'esprit de Real Robot de Gundam, c'est-à-dire du matériel de combat réaliste qui offre des possibilités techniques mais qui peut aussi être soumis à des avaries, à des dommages. Là aussi le display est très très bien fait. De superbes positions dynamiques, notamment pour le Grey Standard Type qui n'est pas disponible, ça c'est dommage. J'ai une petite tendresse pour le Gundam Gusion, là, ça formeron des bien bulky. Alors ici, ça continue, hein, du SD en boîte. Donc vous avez aussi bien des trucs très récents que du RX-78 piloté par Amuro Ray dans le premier épisode. Il me semble que ce Gundam Barbatos est un des plus récents. Il présente des caractéristiques de combat plutôt plaisantes, hein, une sorte de lance qui je dirais, a tout ce qu'il faut pour repousser l'ennemi et lui faire comprendre qu'il n'est pas le bienvenu. Toujours, bien sûr, la puissance militaire du Zaku, quelle que soit sa déclinaison, le Zaku est vraiment un robot, un appareil qui est très impressionnant. Le fait qu'il soit cyclopéen, qu'il ait un seul œil, ça intimide l'adversaire. Ici, nous avons le prototype Close Combat Mobile Suit RX-78-2. Autre chose aussi, c'est le packaging qui est époustouflant. Je voulais vous montrer, parce qu'après tout, le 3D c'est toujours mieux que le 2D. Et là, on a encore une superbe vitrine. Je parlais de l'Ominous T pour faire du Jean-Claude Van Damme du Zaku. Il a une épaulette avec des pics en dessus. Et en plus, il a un super gros canon pour vous oblitérer. On peut aussi au passage s'arrêter sur le Full Armor Gundam Thunderbolt, qui lui aussi a l'air d'avoir ce qu'il faut pour appuyer ses arguments verbaux. Hein. Toutes sortes de lance-missiles, de lance-roquettes. Voilà, là une grosse sélection de SD. Vous avez les premiers prix qui sont les moins difficiles à monter et bien sûr plus vous grimpez et plus vous allez vers le high grade et le master grade qu'on a vu précédemment. Voilà, comme vous pouvez le constater, nous sommes en présence du stand Bandai qui est impressionnant. Vraiment de nombreux articles vraiment super géniaux. Donc on va regarder rapidement ce qui est majeur dans cette collection, mais vous allez voir, il y a vraiment du lourd.
pour commencer une vitrine consacrée à Dragon Ball. Alors tout ça n'est pas articulé, mais bien sûr au niveau de la sculpture, on atteint vraiment une précision, j'allais dire inégalée jusqu'ici. Vous pouvez voir, les ombres sont bien réparties sur les costumes, notamment de Vegeta. Entre guillemets, l'immobilité du jouet est compensée par la fidélité et la précision de sa sculpture. Donc là, il me semble que c'est ce qu'on appelle du SH Figure 0, donc pas d'articulation, mais là aussi une sculpture vraiment époustouflante. Et puis l'ajout de projection et d'effets d'énergie, on en a vraiment à profusion. Ici, vous avez Goku qui fait le Kamea, la propulsion de son ki déclenche tellement de puissance qu'il y a la Terre qui vole aux alentours. Une fois de plus, un Goku phase 3 dans toute sa magnificence. On continue parce que c'est pas fini. Alors, ici, on commence... comment dirais-je, le règne du SH Figures, c'est-à-dire de la figurine articulée. Il y a eu des upgrades dans les articulations, c'est-à-dire qu'ils ont ajouté des degrés dans les articulations, donc c'est encore plus articulé que ce qu'on avait auparavant. On dispose d'une posabilité quasiment infinie, c'est-à-dire que vous pouvez mettre les personnages dans toutes les positions possibles et imaginables, et en plus, la sculpture qui est plus précise et plus fine rehausse l'ensemble du jouet. Voilà un exemple assez criant, Bilus, un chat humanoïde, il a plusieurs têtes. Ses traits sont extrêmement bien rendus, quelles que soient ses expressions. S'il est lassé ou fatigué ou énervé, vous changez la tête et vous avez l'expression sans aucune équivoque possible. Et c'est super bien sculpté, c'est super bien fini. Là, ça continue. Alors, on entre dans la magnificence du diorama parce que vous pouvez constater que là, ça déchire tout. On se retrouve avec, pareil, des simulations de ki pour les personnages. Goku qui fait un Genkidama monstrueux. Donc, maintenant, on est en train de passer à un stade où il y a un développement des dioramas, c'est-à-dire des décors plus les personnages. Donc, ça ajoute énormément d'intensité dramatique aux personnages et à la scène qu'elle décrit, d'autant plus que vous connaissez la scène. Je peine à trouver les mots pour vous décrire ce qu'on voit là. C'est la bataille du sanctuaire en 3D, quoi. Et d'autres batailles, d'ailleurs. Donc, en plus, les frontons changent selon le chevalier concerné. La pendule de la vie d'Athéna avec les heures qui s'égrènent, extraordinaire. On peut continuer avec les chevaliers d'or, les versions God, c'est vraiment incroyable. Et donc tout ça, pareil, c'est articulé. Et il y a du drapé, il y a du relief, des courbes dans les formes, c'est vraiment extraordinaire. Ensuite, on peut passer à notre ami Ranma, que personne n'oublie. On peut profiter de l'excellence du SH Figures. Vous voyez qu'on peut faire prendre des positions de kung-fu aux personnages. Je vous conseille particulièrement notre ami Shampoo, qui est vraiment très détaillé, les grelots dans les cheveux, super bien rendu, c'est vraiment très très beau. Voilà, pareil pour bien sûr Naruto. Alors là, bon, ai-je besoin de présenter Naruto? Et là aussi, sculpture, articulation, voilà. Vous aimez ce héros, vous pouvez l'avoir chez vous. C'est quand même hautement appréciable. Nous arrivons à la popularité faite série, c'est-à-dire Star Wars, en ayant l'idée de la danda suprême, c'est-à-dire superposer l'art et l'aspect martial des samouraïs avec déjà des personnages qui portent pourtant des armures, c'est-à-dire les méchants de Star Wars, l'Empire. Il faut savoir que notamment sur ceux Dark Vador, l'armure elle est super ouvragée. Vous pouvez voir que sur le ventre, il y a une sorte de ressemblance avec l'espèce de respirateur que Dark Vador porte en permanence sur le torse. Donc c'est vraiment fait avec un souci du détail qui force le respect et l'admiration. Il faut aussi savoir que les pans d'armure qui sont devant les cuisses et sur le bassin de Darth Vader sont en caoutchouc souple. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment mettre le personnage dans des positions martiales comme Kibadashi, comme Zenkutsudashi, parce que le costume ne va pas entraver ses mouvements, donc vous aurez vraiment les positions martiales d'un vrai samouraï. Vous pouvez voir des Stormtroopers, dont une sorte de héros à la japonaise avec justement la bannière et puis le tambour pour donner les ordres de déplacement des troupes. Voilà pour Star Wars. On continue encore un petit peu. Donc ici, on a une vitrine, si j'ose dire, composite. Ici, nous avons par exemple Ptolémée, le chevalier de la flèche, qui est très bien. Bon, les chevaliers qui sont ressuscités et revenus des enfers. Gemini Saga, avec une dichotomie au niveau de l'armure. Les gens de Tamashii ont eu l'intelligence de faire là-bas une vitrine avec les personnages en version humaine. Et puis ici, de vous présenter donc les armures. Et c'est vraiment superbe là. Virgo Shaka, c'est hallucinant. Et puis Cancer Death Mask, ça se pose un peu là. Comme on en parlait tout à l'heure, Bandai maintenant se met à tabler sur des effects. On a des manifestations de ki, on a des manifestations d'explosion. Je vous recommande particulièrement ce Godzilla que je trouve vraiment extraordinaire. Voilà. Quand on voit ça, surtout toi Alex, je pense que ça doit faire vibrer une corde intérieure, du moins je l'espère. The last but not the least, voire même the best, ce SRC de Goldorak avec la soucoupe, je considère que c'est un chef-d'œuvre. Celui-là a en plus la ressemblance à 2000% avec le dessin animé, notamment au niveau des planitrons.
Voici une deuxième version du Darth Vader. Romuald ici présent nous a expliqué qu'en fait c'est une deuxième version pour les collectionneurs qui désirent faire des armées, que chaque armée ait un shogun qui soit différent. C'est pensé avec l'idée du respect de l'histoire, c'est superbe. Le Ronin Boba Fett, voilà, je pense que vous savez tous ce qu'est un Ronin, c'est-à-dire un samouraï sans maître. Il y a une hyper bonne analyse, une hyper bonne saisie des personnages pour calquer des choses du passé, du vieux Japon martial et du futur occidental qui a priori n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais c'est faux. En fait, là, vous avez vraiment un exemple d'une étude de personnage. C'est-à-dire que dans le vieux Japon martial, ça aurait été un Ronin, et dans le futur, c'est un chasseur de primes. Ça me vient juste comme ça, là, les gars, c'est spontané. Mais je trouve que le Ronin Boba Fett, c'est exactement ça, quoi. Fabuleux. Voilà, Bandai, après ça, c'est difficile de ne pas oublier le fait que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants. C'est ouf comme dans les events en général et à Japex en particulier, j'ai l'impression de voir des cosplays de plus en plus élaborés. Déjà de plus en plus de monde cosplayé tout simplement et parfois avec des dispositifs carrément. C'est-à-dire il y a une dimension ingénierie quoi. Tu as des trucs amovibles, rétractables, des lumières. Putain mais tu dois crever de chaud et ça doit être relou de trimballer ton armure Iron Man dans le RERB. Enfin bref. Et du coup j'ai beaucoup de respect pour celles et ceux qui vivent leur délire à fond. Moi, je suis jamais vraiment rentré dans le cosplay, quoi. Pour nos lives, si, j'ai déjà fait genre un Barrett de FF7 et plus récemment un Dudley, là, pour je sais plus quelle soirée anniversaire. J'ai peut-être fait une Vira aussi. Et en fait, un Ganondorf, et un Saz, et des ninjas de Konoha, et un Tyrion même, et Métavie qui était pas dégueulasse. En fait, je suis carrément un cosplayer. Il y a Man with a Mission qui veut faire quelque chose. 異国から見てていつも、嬉しく誇りに思っております。以上でございます。マン・ウィザ・ミッションでした。Je vais maintenant parler d'un super moment que j'ai eu à Japan Expo il y a quelques années. J'étais là, je sais plus ce que je faisais sur le stand No Life, des trucs de con probablement. Et il y a un jeune qui est venu me voir. Jeune, genre 14-15 piges, quelque chose comme ça. Super enthousiaste, avec un gros smile et tout. Et il m'a fait putain Médoc, j'adore tout ce que tu fais et je kiffe trop tes showtime. Je me poignarde même dessus. Ah, merde. Bon déjà, bon ça si on met un -16, c'est pour quelque chose. Enfin, toute rigueur, t'avais peut-être pas forcément le droit. Et ensuite, ben là, on dit ça, feeling partagé. Parce que, bon, déjà, quand t'es pas prêt, tu sais pas quoi répondre. Merci, pardon. Enfin, tu sais pas. Et puis ensuite, même quand tu connais pas les gens, tu leur dis pas ça. Et en même temps, c'était super attendrissant. Parce que, voilà, 14, 15, 16 piges, c'est des âges où tes hormones, elles te font faire n'importe quoi. Tu vois, filles et garçons, peu importe. Hein. Dedans, à l'intérieur, ça bouillonne. Tu vois un aspirateur, t'as déjà tout plein d'idées qui te viennent en tête. Tu vois, t'as jamais été aussi inventif qu'à cet âge-là. Des gants de toilette, des éponges, des tortellini même, tu te débrouilles, tu vois. Et je me dis, bon ben, c'est un peu comme si j'avais providé à la jeunesse un programme d'éveil finalement. Voilà, on va regarder un live report sur Cheeky Parade, mais je suis franchement pas sûr de ma transition. De retour après une prestation remarquée lors de la convention Moshi Moshi Nippon au mois d'octobre dernier, les Cheeky Parade ont à nouveau enflammé les Wota mais aussi les autres spectateurs pour 2 showcases lors de cette édition de Japan Expo. 今回2回目のフランスということで、フランスのファンの方ももちろんいらっしゃるということなので、私たちの普段日本語喋っているんですけども、それだけではなくてフランスの方にも伝わるようにちょくちょくライブの合間にフランス語を入れていったりとか、あとはフランスの方以外にも来てる方もいらっしゃると思いますので、英語で煽ったりとかすることを今回は特別に用意しまして、で島崎里乃が今回は MC でフランス語をね喋ったりとかもしているので、そういうところは結構今回だけの特別なライブパフォーマンスなんじゃないかなと思います。Les
Le groupe passait tout d'abord le jeudi sur la scène Karasu. Avant même l'arrivée sur scène des 9 idoles sur fond de chevauchée des Valkyries, ces dernières répondaient depuis les coulisses aux fans les appelant, déjà prêtes à un show de haute volée. Après une entrée aux accents épiques, on retrouvait sur la scène un groupe tout sourire au meilleur de sa forme, déployant une énergie débordante et communicative auprès d'un public pas forcément conquis d'avance en dehors de la frange des fans hardcore, mais qui semble avoir été finalement séduit par ces 9 artistes. Un second showcase avait lieu le dimanche, toujours sur la scène Karasu, et il donna globalement lieu au même et excellent résultat, si ce n'est avec une émotion exacerbée. Car une composante importante de ce passage par Villepinte cette année provenait du fait qu'il s'agissait de leur dernière prestation à 9. 今回地域パレードから私鈴木マリアと山本マリンですが留学するんですけども、今回のこのジャパンエキスポのフランスが最後の一応留学前は最後の公演となっていて、このチキパ9人ので入れるライブをできるっていう機会をいただけたのも本当に幸せですし、私たちもフランスで待っててくれてるファンの方もいるので、私たちも絶対2年後約2年後に帰ってきてチキパとしてまたフランスの皆さんに迎えてもらえたらいいなと思ってます。Le groupe fera plusieurs MC entre rire et larmes, oscillant entre le japonais, que la majorité du public ne comprend pas, et un français ou anglais balbutiant mais permettant de saisir l'enjeu de ces derniers shows à 9 et de réagir bruyamment. L'ambiance était là, même si la sonorisation n'était pas toujours au niveau, souvent trop forte et mal équilibrée, transformant l'électropop énergique de Cheeky Parade en bouillie de basse bien trop élevée. Ces deux lives proposaient chacun une setlist propre, d'une dizaine de titres environ, de Cheeky Dreamer, leur premier single en indies, au tout récent We Are the Greatest Nine, titre qui conclura dans les larmes la prestation du dimanche. Maria et Marine en profiteront pour aller faire un passage dans la fausse presse afin de claquer une dernière fois la main de leurs fans. Des fans venus nombreux, y compris du Japon, et qui ont encore apporté une dose de folie au spectacle. Les artistes ne seront pas en reste, encourageant le public à de nombreuses reprises, profitant de toute la largeur de la grande scène Karasu pour l'inviter à chanter, crier, sauter et tout simplement profiter. Vous savez, on vend quelques items quand on se pointe à Japex. Des t-shirts évidemment, mais aussi voilà, des sacs, des mugs, des stickers ou des casquettes. Des fois des livres des autres, genre le No Life Story de Florent Gorge. Et il y a une année où on s'était pointé avec des agendas No Life. C'était cool, c'est cool le principe d'agenda. T'es là, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ah bah ça, voilà, j'aime bien le principe. Sauf que quand on a reçu les agendas pour les vendre, et en particulier à Japex, l'année, elle avait carrément déjà commencé. Donc il y a toute une partie qui ne servait strictement à rien. Tu vois, bon, tu pouvais dessiner dessus, à la limite, tranquille. Mais voilà quoi. Donc c'était un peu con. Mais c'est aussi ça, No Life. On apprend de nos erreurs. La plupart de nos erreurs. Par exemple, on vend plus d'agenda. Les fanzines. Dans l'histoire des fans d'animation japonaise et de manga en France, on trouve des publications de fanzines de BD depuis maintenant plus de 20 ans. Des amateurs présentant de nouvelles publications sont toujours présents en force à Japan Expo et maintenant plutôt bien organisés. L'association Mélusine, par exemple, aide ces amateurs depuis le siècle dernier. Nous avons fait toutes les Japan Expo depuis la première. Nous, à Mélusine, on fait la promotion des auteurs via leur fanzine. Donc en fait, on permet aux fanzines qui ne peuvent pas venir à la Japan Expo de quand même être distribués ou de rencontrer leurs visiteurs. Là, par exemple, actuellement, nous avons Nuki sur notre stand qui ne pouvait venir qu'une journée, 2 jours sur la Japan, donc elle ne pouvait pas prendre de stand.
Donc on l'a invitée, elle a un petit espace, elle rencontre ses lecteurs et voilà. Pour les auteurs de fanzines, les parallèles avec la scène de BD amateur japonaise, les auteurs de doujinshi, sont évidents. On est sur le stand de Tsundereko Doujin Circle. On fait du doujin. Alors le doujin, pour moi, c'est de la création personnelle, plus axé livres, histoires, BD, voilà. Parmi ces créations amateurs, on peut trouver des œuvres originales. Alors je propose mon livre, Art Thérapie, mon livre, le voilà. Donc je suis en fait une ancienne aide-soignante et depuis 2008 je tiens un blog où je raconte mon vécu en bande dessinée. Blog qui a bien marché petit à petit et là depuis 1 an j'ai sorti ce livre grâce à un crowdfunding. Je vends mes propres mangas, ce sont toutes des créations originales. Comme je voudrais être publiée au Japon en tant que mangaka, je fais donc des one-shots. Alors ce qu'on fait, ça s'appelle Absolute Territory. Donc c'est un livre qui regroupe 4 histoires créées par chacun d'entre nous. On présente en fait nos productions fanzines qui sont des œuvres originales. Il y a Ice Cream qui est un shoujo réalisé par Miss Papercat ici présente. Certains proposent même sur leur stand, en plus de leur offre de livres, des accessoires et goodies. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est petits produits, c'est vraiment mon truc. Et ce qui est mignon surtout. Alors, sur notre stand, nous proposons une variété de goodies en tout genre, d'impressions principalement de nos livres. Ça peut être aussi vraiment nos créations personnelles qu'on a envie justement de partager avec d'autres artistes, même avec des gens qui sont intéressés par nos travaux, donc c'est un peu tout en fait. On trouve même parfois de l'autoréférence. Sinon, nous avons Abunai qui est une série sur les fanzineux français. Voilà, donc on fait du fanzine sur des fanzineux qui font du fanzine. Ça raconte des anecdotes qu'on a vécues nous, mais par le biais de personnages fictifs. Et alors des anecdotes vécues par nous, mais aussi vécues par des amis ou des légendes urbaines de la Japan Expo, etc. Mais ça se passe à Nippon Expo. Attention, ce n'est pas la même chose. Et l'on peut aussi trouver un fanzine à but caritatif avec l'association Kokoro. Notre stand, en fait, c'est un collectif d'artistes qui regroupe plusieurs artistes de différents domaines, que ce soit dans l'illustration, la BD, l'animation. Et donc, chaque année, on se regroupe pour soutenir une association caritative différente. Et cette année, on a décidé de soutenir Maison Chance, qui est basée au Vietnam, en fait. On a un nouvel artbook qui est sorti, qui est notre nouvel artbook numéro 4. Et en fait, qui est sur le thème du Vietnam, donc de l'association. Et donc, tout ce qu'on va vendre aujourd'hui sur ce stand est versé à l'association Maison Chance. Sur Japan Expo, le grand nombre de stands fanzine BD a conduit à la création d'un second espace dédié aux jeunes créateurs. Les stands fanzine ont en effet une limite sur le prix de vente de leurs articles fixé par le salon. Alors la différence entre le coin amateur et jeune créateur, c'est déjà la limitation des prix. C'est 12 € par article. On peut vendre des packs, mais ce qui se trouve dans le pack doit être aussi disponible individuellement. C'est assez contraignant parce que par exemple, quand on sort des livres en couleur, des choses qui devraient valoir un peu plus, on est obligé de les brader. Les stands jeunes créateurs, plus onéreux, n'ont pas cette limite. Cette année, nous avons sorti un tome qui fait plus de 300 pages. Là, 300 pages, rien qu'à l'impression et à la création, ça a demandé plus d'efforts. Donc voilà, on a passé cette limite, on vend ça donc un peu plus cher. L'espace est un petit peu plus grand, alors c'est un petit peu plus cher, mais je trouve que l'exposition est un peu meilleure. Et on a davantage d'espace pour exposer tous nos dessins, on est moins serré. On a déjà un public qui est un peu différent parce qu'il peut venir du hall principal. Et on est quand même mieux placé. J'espère que comme ça, on peut toucher un nouveau public en fait. On peut vendre n'importe quel objet à plus de 12 € déjà. Et puis du coup, ça nous permet, nous, d'avoir plus de bénéfices à donner à l'association en fait. Surtout pour ça, globalement. Pour certains éditeurs de fanzines, le choix de l'espace peut être difficile. C'est une évolution dont avaient besoin certains fanzines.
Il est vrai que par exemple il y a Raxon, Water Lily, qui sont des fanzines qui au niveau qualité, aussi bien scénaristique, d'impression, de création d'univers, sont nettement plus poussés et avancés et avaient besoin d'une meilleure reconnaissance, je dirais, vis-à-vis du public. Et c'est ce qu'apportent les stands jeunes créateurs, alors que effectivement pour un certain nombre d'autres fanzines, ils cherchent pas une reconnaissance forcément du côté du public et tout ça, ils cherchent avant tout à se faire plaisir. Et donc ils restent dans la zone ici, même si parfois ils ont des volumes de vente qui sont comparables à Raxon ou à Water Lily. En fait, on envisage éventuellement d'y aller l'an prochain parce qu'on aura un nouveau projet qui s'y prête. Mais pour cette année, en fait, le stand fanzine convient encore parfaitement à ce qu'on fait. Donc, il n'y a pas de... Enfin voilà, on se sent bien ici, quoi. Mais quel que soit l'espace où ils ont choisi de s'installer, les créateurs amateurs arrivent à fidéliser leur public. J'en ai même qui viennent depuis 5 ans. Ils reviennent d'une année à l'autre pour avoir la suite, donc ça fait des habitués, forcément ils ramènent les amis. Et puis généralement à chaque Japan Expo, on fait découvrir nos séries à de nouvelles personnes et le cercle s'agrandit un peu à chaque fois. En se promenant dans les allées, on remarque 2 types de créations amateurs. Les créations complètement originales d'une part, et d'autre part les fan-art de mangas et animés existants comme One Punch Man ou Kill la Kill. Ces fan-art, vendus au public, posent la question du respect du droit d'auteur. Du moment que c'est en petite quantité, que ça reste dans le cadre de la parodie, c'est ok. Et puis en plus, c'est vraiment la part la plus infime de notre stand, quoi. On a un point de vue concernant la créativité. On n'a aucun problème avec le fan-art, mais il faut qu'il y ait une vraie création, une vraie appropriation, je dirais, du personnage, de son univers. Si c'est juste pour faire une copie de l'auteur original, il n'y a aucun intérêt. C'est pas de la création, c'est juste se faire des thunes sur le dos de quelqu'un qui a eu une bonne idée. C'est une passion comme une autre de faire des fanarts, mais je pense que c'est quand même mieux les créations originales parce que ça met plus en valeur le talent de l'artiste, autant dans son dessin que dans son imagination. Cette année encore, la production amateur proposait de très belles choses à Japan Expo. Et apparemment, c'est un mouvement en pleine expansion. Il y a un grand renouvellement, il y a plein de nouveaux fanzines qui apparaissent. Il y a aussi les anciens qui ont su monter en qualité, qui sont du coup passés en jeunes créateurs. Mais il est vrai que là, il y a un nouveau mouvement qui est en train d'apparaître dans le fanzine avec des nouveaux titres, des nouveaux sujets, de nouveaux univers qui apparaissent, qui peuvent laisser espérer de bonnes années pour le fanzina. Alors, si vous cherchez des grandes nouveautés, vraiment des nouvelles choses, des nouveaux univers, c'est du côté amateur qu'on en trouve le plus, puisque nous sommes quelque chose comme 200 stands. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Si vous cherchez quelque chose, vous êtes sûr de le trouver ici, et en plus à un tarif raisonnable. C'est bientôt la fin de cette chronique de Villepinte et j'en profite pour rappeler aux gens qui veulent discuter quand ils nous croisent dans des salons et tout, de vraiment pas hésiter. Faut pas être timide en fait, on vient en partie très sérieusement, très honnêtement, on vient en partie pour ça, pour échanger avec la jeunesse téléspectatrice. Alors des fois c'est sûr, on est en speed parce qu'on a un rendez-vous ou une interview à faire, mais en règle générale ça, vous le sentez, il suffit d'avoir un petit score en empathie, genre 3-4 pour le déceler. Mais en tout cas, sachez que ça nous fait toujours plaise. Même dehors, dans les transports et tout, en tout cas me concernant, ça me pose vraiment pas de problème. Au contraire, juste quand je pionce dans le RER, que je suis éteint, de manière ça se voit, hein, c'est quand ma tête elle accompagne tous les mouvements du train. Donc voilà, là en fait, faut me laisser tranquille. Parce que je récupère. C'est un mécanisme de défense, comme tu vois dans le règne animal un peu partout. On a une interview là, non ? Japan Expo, c'est plein de petits événements dans l'événement. Des surprises viennent se greffer sur le salon jusqu'au dernier moment et il est toujours difficile de savoir qui sera présent ou non à l'improviste sur le salon. Par exemple, certains seront sûrement passés à côté de l'avant-première du film d'horreur Joshiko qui fut projeté en salle vidéo.
Celui-ci est sorti en avril 2016 au Japon et met en scène Minegishi Minami, capitaine de la team K des AKB48. L'idol serait-elle présente sur l'événement? De retour en toute discrétion après son passage avec le groupe durant Japan Expo 2009? Il n'en faut pas beaucoup plus pour provoquer un déferlement. で、6人の女の子が同窓会をしている時に事件が起こって1人の女の子が殺されてしまって、でその中に犯人がいるっていうので、誰が犯人かを探すんですけれども、そのために今の事件が過去とつながっていることが分かって、で過去を振り返りながら事件を解決していくサスペンス映画でもあり、青春映画でもあります。Yamamoto Koki est acteur, scénariste, metteur en scène pour le théâtre et pour cette fois réalisateur. Bonjour, je m'appelle Koki Yamamoto. Joshiko est l'adaptation pour le grand écran d'une pièce de théâtre qu'il a montée sur scène en 2011 avec sa troupe Poupou Juice. Le film joue la carte du suspense dans un cadre lycéen. Il permet aussi d'évoquer le rapport que chacun entretient avec son passé. 今回この作品の中で自分がやっぱ作るきっかけになったのが、過去の自分っていうのはなんか不思議だなと思って、やっぱ過去の自分って例えば7年前とか10年前の自分って自分のようで、また今の自分と別人な感じがして、で、この映画はその一個の事件でその7年前の自分と向かい合うっていう映画なので、なんかその青春時代のその感情豊かな時と現在のその表現とかの違いはなんかチャレンジしてみたいところではあったと思います。De son côté, le producteur aura pris sur soi de porter le film dans les moindres détails, allant même jusqu'à distribuer ses flyers en personne dans les allées du salon. 企画から監督と一緒にやらせていただいて、やはりなんていうんですか、宣伝の部分だったりとか、皆さんをまとめてしっかりとスケジューリングしていくっていうところで、やはりいろいろと勉強をさせていただく部分とか、皆さんに助けていただく部分が多かったと思います。Sur l'archipel, le film est sorti en avril 2016. Le fait d'avoir Minegishi Minami en tête d'affiche pour son premier rôle principal aura permis sans aucun doute au long métrage de donner un coup de pouce à sa promotion. 本当峯岸さんは現場でももう他に女の子ばっかりの映画なので、あれなんですけど、その峯岸さんがもうみんなに声かけて、本当リーダーみたいな感じで現場から引っ張ってってくれたので、本当監督としてはやりやすかったですし、お芝居も本当にもうなんていうんですかね、集中力がすごい高くて、やっぱりなんか歌とかそういうダンスとかやってるので、そういう集中力も、芝居に対しての集中力もすごかったですね。はい。Le réalisateur, venu il y a une quinzaine d'années en France pour se gaver de films français et de visites au musée, était heureux de pouvoir participer à Japan Expo et de présenter cette avant-première. Au Japon, le film sera exploité en fin d'année en DVD. Chez nous, rien ne semble encore prévu, mais peut-être que ce passage à Villepinte aura permis aux producteurs d'explorer des pistes pour remédier à cela. Merci d'avoir suivi cette toute première chronique de Villepinte en ma compagnie, ça fait plaisir. Restez au taquet sur Noco pour la suite des reportages et nous, on se retrouve à la rentrée. Merci Médoc, t'es trop une bombinette. Écoute-moi maintenant. Dans la prochaine chronique de Villepinte, ça va parler cosplay, jeux vidéo avec le stand Namco Bandai, des interviews sur Xenoverse 2 et Attack on Titan, le chara-designer Ray Juice qui nous parle également. On suivra Nicolas sur les stands J-Music et les Man with a Mission viendront à nouveau nous divertir. Et j'ai même pas encore évoqué le live report sur Psycho le Simu, l'invité d'honneur qui donne dans le visu mais aussi dans le cosplay. Bien sûr qu'il faut regarder, je sais même pas pourquoi tu te poses la question.